Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Je dois dire, à commencer par les premiers partenaires de l'éducation nationale, que sont les collectivités territoriales que nous représentons ici. Quelles que soient leurs interrogations, elles restent formidablement engagées. Nous avons pu tous le constater la semaine dernière en allant sur le terrain, dialoguer avec les maires à l'occasion de la reprise de l'école et encore hier avec celle des collèges. Il faut bien le dire, ils se sont organisés en un temps record pour offrir aux enseignants et aux enfants les conditions de cette reprise. À cet égard, nous sommes heureux d'avoir pu régler la question de leurs responsabilités particulières, posée ainsi que celle des directeurs d'école lors des débats sur la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Mais nous ne saurions trop insister. Un retour réussi pour notre école et nos enfants nécessite une vraie concertation. Le couple maire-préfet, plus largement le couple élus locaux, représentants de l'État, doivent travailler ensemble. Ils l'ont fait ces derniers jours, j'ai pu le constater dans mon département où 90% des écoles réouvrent progressivement et à leur rythme. De l'avis même des élus, cela se passe plutôt bien avec les instances académiques, même là où les maires ont choisi de ne pas réouvrir. C'est important car c'est à l'échelle des territoires, pas depuis Paris, en concertation avec l'ensemble des acteurs, que se gagnera le pari de la reprise de l'école. Notre commission, vous le savez, s'est mobilisée avec la création d'un groupe de travail transpartisan, animé par notre collègue Jacques Grosperrin, attentif à l'ensemble des questions qui se posent, qui se sont posées, qui se posent encore. Bien sûr, sur cette reprise, mais aussi celle du suivi des élèves, de la tenue des examens, du baccalauréat de français. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous nous avez dit vous aurez une réponse fin mai. Voilà, l'heure est pratiquement venue. Bien sûr, sur la question du processus d'orientation, des filières d'apprentissage. Tous ces sujets, notre collègue Jacques Grosperrin les développera, ainsi que les collègues qui poseront leurs questions. Je suis en tout cas heureuse de la tenue de ces débats et je remercie la conférence des présidents du Sénat d'avoir accepté de l'inscrire à l'ordre du jour en pleine actualité. Cela va nous permettre d'échanger, de remonter remarques et inquiétudes et d'avoir vos réponses. Monsieur le ministre, un dernier mot pour saluer la mobilisation exceptionnelle de votre administration, tant des enseignants que des administratifs, qu'on a pu aussi constater sur le terrain. Ils font de leur mieux, nous le voyons, pour accompagner les élèves et les familles. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Grosperrin au nom de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Et vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La Commission de la Culture a mis en place un groupe de travail sur l'enseignement scolaire que j'ai eu l'honneur de piloter. Je remercie particulièrement notre Présidente et le bureau de notre Commission pour cette initiative et salue l'excellente ambiance de travail, bien que studieuse, de notre groupe transpartisan mais néanmoins très intéressant. Nous avons élaboré 11 préconisations qui ont fait consensus entre nos différents groupes politiques. Celles-ci s'articulent autour de 5 idées principales: méthodologie, concertation, souplesse, adaptation aux réalités des territoires,
et préparation de la prochaine rentrée en tenant compte des circonstances exceptionnelles qui ont marqué l'année 2019-2020. La crise sanitaire que nous traversons et les mesures prises pour y faire face sont inédites, de mémoire d'homme en France et chez nos principaux partenaires. Certes, les écoles ont dû fermer pendant de longues semaines à Saint-Martin à la suite du passage de l'ouragan Irma, mais jamais, au non jamais, l'intégralité des établissements scolaires n'avait fermé de manière inopinée sur l'ensemble du territoire pour une période aussi longue. Même pendant la pandémie de la grippe espagnole, il y a 100 ans, qui avait fait 250 000 morts, près de 50 millions de décès dans le monde. Et pendant les 2 guerres mondiales, il n'y a pas eu d'injonction de fermeture généralisée des établissements scolaires. L'obligation d'instruire prévalait. C'est un régulateur social. C'est dire la situation particulière à laquelle ont dû faire face le personnel de l'Éducation nationale ce vendredi 13 mars. Je salue d'ailleurs l'extraordinaire mobilisation et adaptation du ministère de l'Éducation nationale et de vous-même, Monsieur le ministre, des enseignants, pour répondre au plus vite à cette crise et permettre une continuité pédagogique pour la grande majorité des élèves. Les enseignants, les directeurs d'école volontaires sont allés souvent au-delà des consignes ministérielles, avec la notion forte d'idée du métier du premier degré. La réouverture des écoles primaires est en cours et de manière progressive. Elle ne s'est pas faite sans questionnement, incertitude et parfois certaines tensions de la part des élus locaux, des familles, des autorités déconcentrées de l'État, du préfet et bien sûr de l'Éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur la notion de responsabilité des maires. Le maire de Besançon est inquiet par rapport à cela. Il a du mal à ouvrir quelques classes et il restera sur la classe de grande section de maternelle, de CP et de CM2, d'ailleurs qui étaient des classes intéressantes que vous aviez préconisées au départ. Avec les classes d'examen, je regrette que les classes d'examen n'aient pas pu être ouvertes à ce jour. Au final, après une période de flottement, il semble que cette réouverture se soit bien passée. Les remontées de terrain semblent aller dans ce sens, grâce à une très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, équipes pédagogiques, élus locaux, DAZEN, services de la préfecture, rectorat, d'une concertation et d'une écoute réciproque. Sur certains aspects, cette crise a permis d'améliorer les liens entre ces différents acteurs. Certes, cela reste perfectible, mais on constate des progrès. De manière générale, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dresser un premier bilan de la réouverture des écoles primaires? Combien d'écoles ont rouvert? Et surtout, quel est le pourcentage d'élèves du primaire accueillis? Quelles sont les perspectives pour les collèges qui sont en train de rouvrir dans les départements classés verts et ceux rouges? Je tiens à vous signaler plusieurs difficultés partagées par de nombreux directeurs d'école. Comment choisir les élèves à accueillir prioritairement? Une circulaire sur ce sujet est-elle prévue? Par ailleurs, certains enseignants ou ATSEM ne peuvent pas retourner et travailler en l'absence d'un accueil de leurs enfants à l'école. Il nous faut des directives et une organisation nationale, comme disait le maire de Poutarlier. J'en reviens maintenant à l'objectif de cette réouverture des classes. Non pas pour les élèves, point qui sera très certainement abordé par mes collègues dans leurs très nombreuses questions, mais pour l'institution scolaire. Cette reprise très progressive des cours, échelonnée, doit permettre de tirer des enseignements pour l'organisation des cours dans les semaines à venir, mais aussi pour la rentrée de septembre 2020. En effet, même si la recherche fait d'énormes progrès, chaque jour, en matière de connaissances sur ce virus, il n'y a pas pour l'instant de perspective de vaccin ou de traitement à un si court terme. Nous sommes encore très loin de cette notion d'immunité collective. Quelles sont les pistes de réflexion de votre ministère pour la rentrée de 2020 dans l'hypothèse où le virus serait encore en circulation sur le territoire, même avec un R0 très faible? Il vous faut, Monsieur le ministre, imaginer et organiser une situation identique en septembre, car si les conditions sont revenues à la normale, chacun saura faire, bien sûr. Serait-il envisageable de mettre en place un enseignement mixte entre présentiel et enseignement à distance, notamment pour les classes les plus grandes, les lycéens par exemple, mais ça peut être aussi les collégiens, mais les primaires? Ce système pourrait s'appuyer sur une brigade d'enseignants dédiés et d'autres qui ne peuvent pas retourner en classe pour des raisons de santé et qui se focaliseraient sur un enseignement à distance et permettraient ainsi de poursuivre le programme présentiel et ce à distance. Un tel système nécessiterait toutefois un important travail de concertation avec l'équipe pédagogique en présentiel et une mutualisation à la chaîne du territoire. Enfin, il implique en outre un équipement et une infrastructure informatique performant et disponible pour les enseignants et les élèves, afin de ne pas accentuer les inégalités. Des réflexions sont en cours avec les collectivités locales et les principaux opérateurs de la téléphonie et du numérique pour lutter contre cette fracture numérique qui sera traitée tout à l'heure, questionnée par mon collègue Stéphane Piednoir. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et vous avez 8 minutes, Monsieur le ministre, pour vous exprimer.
crois que vous utilisez le temps que vous souhaitez, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de ne pas abuser de votre gentillesse. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis évidemment très heureux d'avoir ce moment d'échange avec vous au Sénat, puisque c'est l'occasion par excellence de faire un point d'étape. C'est forcément un point d'étape dans cette crise. Il y en a eu un par visioconférence et je suis heureux de vous retrouver physiquement aujourd'hui dans l'hémicycle. C'est déjà le signe d'un début de retour à la normale. Et nous avions pu parler du confinement. Je vais essayer de mener mon raisonnement de manière chronologique, y compris dans la dimension prospective que vous venez de suggérer, puisque nous devons avoir une approche cohérente de tout ce qui s'est passé. Pour ma part, je raisonne en 4 temps. Il y a eu la période de confinement qui commence le 15 mars, qui s'achève le 11 mai, qui clairement a été une première période où toute une série de logiques se sont développées. Je vais y revenir. Ensuite, une deuxième période dans laquelle nous sommes. Elle va du 11 mai au 4 juillet. Et c'est la période du déconfinement qui est très particulière, avec une logique hybride à laquelle vous avez fait référence. Il y a une troisième période dont il faut parler, c'est celle des vacances, en juillet et août. Nous avons commencé à parler de vacances apprenantes, et là aussi, il y a beaucoup à dire pour qu'il y ait à la fois cohérence, rattrapage, perspective au travers de ce temps-là. Et puis une quatrième période qui commence avec la rentrée de septembre, qui sera évidemment un moment décisif, puisque, comme vous l'avez sous-entendu l'un et l'autre, il y a, avec l'année scolaire 2020-2021, quelque chose de très particulier qui se présente à nous et que nous devons préparer, évidemment ensemble, de manière très collective à l'échelle du pays et avec la représentation nationale. Sur le premier point, vous me demandez ce que sont les enseignements, en ayant rappelé évidemment que nous en avons déjà un peu parlé. Mais maintenant que nous avons un peu plus de recul, le confinement a d'abord été un moment soudain, reconnaissons-le, et ce moment soudain, la France y est entrée avec finalement plus d'atouts que d'autres pays, notamment parce que nous avons un service public de l'éducation nationale qui permet d'avoir une couverture territoriale complète et une relative homogénéité à un moment où l'enjeu est plus que jamais d'avoir un équilibre entre les souplesses locales et les souplesses même individuelles et puis l'unité nationale. Concrètement, ça signifie que l'institution comme le CNED, qui est assez unique au monde, nous a permis d'aborder avec un outil national cette période de confinement. Lorsqu'il y avait eu l'ouragan Irma en septembre 2017, j'avais demandé au CNED de développer un système d'enseignement à distance spécifique pour les cas de crise. Et justement, ils ont mis 2 ans à le développer. C'était donc près fin 2019. Et nous étions prêts juste à temps pour les premières manifestations du virus en Chine, lorsqu'il a fallu développer ce système pour les élèves français de Chine. Puis pour l'Oise, puis pour le Morbihan, puis pour le Haut-Rhin, puis pour la France entière. On a parfois commenté ce que j'ai dit quand, après l'annonce du président de la République du 12 mars, j'ai dit « nous sommes prêts ». Et pas comme nous sommes dans un pays où la critique est assez fréquente, ce qui est un atout. Tout un chacun a pu pointer le fait que telle chose n'était pas prête, telle autre n'était pas prête. Je n'ai jamais prétendu que nous pourrions être prêts parfaitement pour tout problème. En revanche, nous étions prêts à ce titre, c'est-à-dire nous avions un système, celui du CNED, qui était là et qui nous a permis de faire quelque chose que, à ma connaissance, on ne trouve pas dans un autre pays. Et c'est ainsi 2 800 000 foyers qui se sont branchés sur le CNED, plus de 400 000 professeurs qui ont pu l'utiliser aussi. Et ceci a permis d'avoir finalement un système à 3 branches, si je puis dire. Un qui était le système Ma classe à la maison du CNED, avec des outils semaine par semaine, des ressources semaine par semaine, correspondant à tous les niveaux scolaires, de la grande section à la terminale. Un deuxième, et puis des classes virtuelles possibles au travers de cela. Hier, j'étais dans un collège à Passy-sur-Eure où ils l'avaient utilisé pendant la période de confinement et où ils en étaient heureux. Deuxième branche du système, les environnements numériques de travail. Vous connaissez cela bien, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque ce sont les collectivités territoriales qui les ont développées ces dernières années, notamment donc les conseils départementaux et les conseils régionaux. Et cela fait que les professeurs et les élèves et les familles sont assez habitués à ces usages. Et c'est souvent les ENT qui ont aussi été utilisés, parfois en complément de Ma classe à la maison. Et puis en troisième lieu, je dirais tout le reste, les emails, les téléphones, certains sites spécifiques. Et on a fait flèche de tout bois. Quand je dis « on », c'est les professeurs auxquels il faut évidemment rendre hommage en une telle circonstance parce qu'ils ont en quelque sorte déployé toute leur énergie en la matière. Et cette troisième branche, si je puis dire, c'est-à-dire tout le reste,
Elle est à la fois significative de notre capacité d'adaptation et en même temps, nous devons la regarder de près parce que parfois, ça signifie aussi des développements numériques qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Nous préférons une logique de service public, une logique qui ne nous mette pas dans les mains de qui que ce soit en matière de protection des données personnelles en particulier. En tout cas, au travers de ces 3 leviers, les professeurs de France ont suivi les élèves et les premiers temps, nous avons parfois eu plus de problèmes de trop que de trop peu. Il y a eu le trop des tuyaux informatiques et le lundi et le mardi de la première semaine, et je vous rassure, je ne vais pas faire un exposé jour après jour depuis le 15 mars, parce que ça risque d'inquiéter. Et vous, Madame la Présidente trouvera que j'abuse un peu. C'est dans les 8 minutes, bien sûr. Mais en tout état de cause, il y a eu un encombrement les premiers jours. Parfois, les familles ont trouvé que c'était beaucoup trop de travail. Et puis, progressivement, ça s'est régulé. Et c'est ça aussi, un service public de l'éducation nationale. C'est une capacité à apprécier au fil du temps cela. Madame la Présidente, vous avez rendu hommage aux professeurs et aussi à l'administration, et je vous en remercie, parce qu'il est toujours facile d'attaquer l'administration de l'éducation nationale. Ça a été fait même parfois dans le passé. Moi, je la défends parce que je la vois fonctionner. Elle a évidemment ses qualités et ses défauts, comme toute institution. Mais il fallait la voir belle et solide dans cette tempête avec les équipes qui soit étaient en télétravail, soit travaillaient, y compris le samedi et le dimanche, comme d'ailleurs pour l'accueil des enfants de personnel soignant, et faire ce travail conséquent. J'avais en visioconférence tous les 2 jours les recteurs, parfois ils étaient avec des toutes petites équipes dans les rectorats, travaillant là aussi le week-end, tout ça pour tenir le système au milieu des difficultés très particulières que nous rencontrions. Je le souligne parce que parfois on a l'impression que les choses se déroulent tout naturellement, comme si il y avait un peu de magie. Non, il y a tout simplement des administratifs, parfois un peu dans l'ombre, mais qui font un travail remarquable. Et puis bien sûr les professeurs, je le redis aussi, évidemment très engagés dans cet enseignement à distance. Sur le bilan que nous pourrons faire à froid de tout cela, nous verrons ainsi à la fois toutes les qualités humaines qui se sont déployées, toutes nos forces et toutes nos faiblesses sur le plan technologique, qui nous permettront de nous améliorer dans le futur. Le déconfinement, c'est-à-dire la période dans laquelle nous sommes actuellement, est aussi un moment tout à fait exclusif, tout à fait inédit. Parce que jamais l'éducation nationale, dans toute son histoire, n'a eu à faire ce que nous sommes en train de faire, qui n'est pas une rentrée, mais ce que nous avons préféré appeler une reprise, c'est-à-dire, si possible, le retour à la normale. Or, ce retour à la normale ne peut pas être tel quel. Nous savons tous qu'en mai et juin, ce ne sont pas des classes vraiment ordinaires qui vont avoir lieu. Néanmoins, ce n'est pas l'inverse de cela non plus. Ça n'est pas le rien. Et vous savez à quel point je me bats contre le rien, c'est-à-dire contre l'idée qu'on pourrait attendre septembre, et même pourquoi pas encore de longs mois, en attendant une hypothétique découverte, que les enfants reviennent à l'école. Il y a déjà suffisamment de dégâts sociaux liés au confinement pour ne pas en rajouter en attendant davantage. Et puis une autre perspective, ce serait l'école-garderie, c'est-à-dire un moment où on s'occupe juste de garder les enfants. Et je suis farouchement opposé à cette approche aussi. Les 2 enjeux, c'est-à-dire rien du tout ou l'école-garderie, sont délétères pour l'idée qu'on peut se faire de l'école de la République. Il faut que les enfants soient là pour apprendre, même si c'est dans des circonstances particulières. Et on retrouve des éléments qui permettent... Monsieur le ministre, oui. Vous avez 16 questions et vous avez épuisé votre temps qui donc était limité à 8 minutes. Très bien, je pensais que et vous avez 16 questions qui suivent. Donc vous aurez 16 D'accord. occasions d'y répondre. D'accord, ça me rappelle certains forfaits illimités qui ne le sont pas tant que ça. Non, je vous ai dit que vous aviez le temps que vous vouliez dans les 8 minutes qui vous sont imparties. Je comprends, Madame la Présidente. Donc, j'aborderai les temps 3 et 4 à l'occasion des réponses aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à la question que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Donc si vous souhaitez répliquer ou répondre au ministre, il ne faut pas aller au-delà des 2 minutes. Ceci étant rappelé, la parole est à Madame Marie-Pierre Monnier.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise sanitaire que nous traversons a ébranlé notre pays en profondeur. Pour la première fois de notre histoire, nous avons dû fermer nos écoles. Prendre cette décision fut difficile car il s'agissait de suspendre un fondement de notre République. Nous commençons à les rouvrir. Nous savons combien cet exercice est complexe pour vous, Monsieur le Ministre, et surtout pour les maires, pour les directeurs, directrices d'école et pour les professeurs. Cette situation inédite nous a contraints à mettre entre parenthèses un pilier important de notre école républicaine, l'obligation. Alors que nous débattons des modalités de réouverture des établissements, je souhaite redire ces mots de Jules Ferry sur l'inscription dans la loi de l'obligation scolaire. Nous mènerons à bien cette grande réforme qui est à la fois la plus grande des réformes sociales et la plus durable des réformes politiques. Lorsque toute la jeunesse française aura grandi et sera développée sous cette triple étoile de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité, nous n'aurons plus rien à craindre des retours du passé. Si nous pouvons comprendre pourquoi il a fallu suspendre l'obligation scolaire, nous conviendrons toutes et tous qu'il est urgent de trouver comment réunir les conditions pour que nous puissions y revenir au plus vite. C'est la condition pour ne pas accroître les inégalités entre les familles et surtout pour réussir à accompagner les décrocheurs scolaires efficacement. Je crois que nous en serons capables collectivement. Notre groupe de travail enseignement scolaire l'a prouvé en fournissant un travail transpartisan et constructif. Pour la fin de cette année scolaire, l'enjeu est de pouvoir accueillir chaque enfant. C'est impossible dans nos seuls locaux scolaires. Il faudra donc s'appuyer sur nos collectivités. Mais il est impensable de leur demander cela sans leur donner les moyens adéquats. Je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous précisiez comment les collectivités vont être accompagnées financièrement pour supporter les frais de la réouverture des écoles et surtout ceux de l'organisation des 2S2C. Et pour revenir effectivement à l'obligation scolaire en septembre 2020, nous devons faire le bilan, c'est important, des besoins et du déroulement des réouvertures partielles par territoire et dans chaque filière et du décrochage scolaire. C'est indispensable pour réaliser les aménagements pédagogiques nécessaires et trouver des solutions pratiques adaptées à chaque contexte. Pouvez-vous nous indiquer précisément si ce bilan complet est prévu? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Sénatrice. Deux grands sujets dans votre question. Le premier, la question de l'obligation scolaire. Bien entendu, en France, l'instruction est obligatoire. Et ce point-là n'a pas été suspendu. Ce qui est en question actuellement, c'est le fait d'être obligé d'aller physiquement à l'école. En réalité, ce qu'a dit le Président de la République, personne ne pourrait vraiment dire le contraire. C'est-à-dire que c'est impossible aujourd'hui d'imaginer qu'on va aller chercher de force des enfants et les emmener à l'école. C'est le seul sens de cette phrase. Donc l'instruction reste obligatoire. Cela signifie que soit les enfants vont à l'école par la volonté des familles, soit l'enseignement à distance doit leur être donné. Alors bien sûr, ça n'est pas simple. Nous savons bien que nous voudrions que certains enfants aillent à l'école et nous n'y arrivons pas au moment où je vous parle. Mais ce n'est pas fini. Nous avons maintenant 7 à 8 semaines pour réussir cela, et notamment dans une grande alliance avec les élus locaux. Et puis, d'autre part, continuer à assurer l'enseignement à distance de façon à ce que l'instruction soit obligatoire. Maintenant, c'est vrai que nous avons à travailler pour que septembre soit beaucoup plus homogène, beaucoup plus normal. C'est évident. Et c'est une autre raison d'ailleurs pour réouvrir en mai, c'est de préparer encore mieux septembre que ce ne serait le cas si nous ne réouvrions pas là. Merci à vous-même et à l'ensemble des sénateurs et sénatrices qui ont participé à ces travaux effectivement très constructifs et qui peuvent servir de base à ce que nous avons à faire en la matière. Donc oui, nous avons notamment à penser une place supplémentaire du sport et de la culture à l'école. C'est une des conséquences de ce qui est en train de se passer. Et c'est une des illustrations du fait qu'une contrainte forte, une circonstance négative, peut nous amener à des évolutions positives si nous travaillons bien. Puisque nous avions de toutes les façons l'objectif de développer, en lien avec les collectivités, la place du sport et de la culture. Ce qui préfigure cela, c'est le dispositif 2S2C déjà en mai-juin, qui fait déjà l'objet d'une convention type. J'étais ce matin en visioconférence avec les présidents des associations d'élus. Il y a donc une aide financière pour cela. Elle est de 110 € pour des groupes de 15 élèves pour la journée. Et par ailleurs, le ministre des Comptes publics crée un compte dit Covid dans la comptabilité des collectivités locales pour prendre en compte les surcoûts occasionnés par la crise pour les collectivités. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Éric Jeansannetas. Vous avez 2 minutes.
Merci Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. J'associe à cette question mon collègue des Alpes de Haute-Provence, Jean-Yves Roux, et l'ensemble des sénateurs de mon groupe RDSE. Donc depuis le 11 mai, les écoles rouvrent progressivement dans notre pays. Ce retour à l'école des élèves s'organise selon un protocole sanitaire exigeant, lourd et complexe. Or, pour mettre en place ces mesures absolument nécessaires, les communes ne sont pas égales en termes de moyens. Je pense en premier lieu à l'approvisionnement en matériel de protection ou de nettoyage qui représente un coût important sur le plan financier comme logistique. Mais c'est également le cas pour la capacité à investir de nouveaux locaux, car la surface des écoles est souvent insuffisante pour respecter les règles de distanciation. Le problème se pose également pour les personnels municipaux. Dans les petites communes, il est particulièrement difficile de mobiliser les effectifs qui seraient nécessaires, ainsi que de financer les heures supplémentaires pour assurer l'entretien régulier des écoles. Les communes font au mieux avec les ressources dont elles disposent. Mais les mesures sanitaires entraînent de lourdes dépenses qui vont durement peser sur les finances des municipalités, d'autant que la situation, et je ne le souhaite pas, risque de perdurer à la rentrée de septembre. Alors que les nouvelles équipes municipales élues au premier tour vont entrer en fonction, les élus, je le rappelle, des petites communes ont besoin d'être soutenus. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous aider concrètement les petites communes et les communes en situation financière difficile pour appliquer le protocole sanitaire élaboré par l'Éducation nationale en concertation, je le rappelle. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur. C'est évidemment une question importante, elle aussi. Vous avez rappelé que le protocole sanitaire était strict et vous avez dit aussi à quel point c'était nécessaire qu'il le soit. J'entends parfois critiquer ce protocole, mais en réalité, nous aimerions tous ne pas avoir besoin d'une telle chose, mais c'est évidemment incontournable et c'est cela qui nous permet de faire le déconfinement. Les jours qui passent nous ont permis de voir que une grande majorité des communes ont su travailler avec cela et dépasser les contraintes. C'est plus de 90% des communes qui l'ont fait. Et je veux encore une fois remercier les maires et leurs équipes qui, avec l'Éducation nationale, ont travaillé très fortement sur ces sujets. Et puis pour les quelques communes qui restent, donc moins de 10%, c'est souvent des communes rurales qui ont des difficultés pratiques, comme vous l'avez dit, et nous sommes là pour les aider. Quand je dis nous, c'est tout le monde d'une certaine façon, l'Éducation nationale, mais l'État en général, voire d'autres collectivités. Et c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc la première des aides, c'est cette aide-là, qui est une aide presque pratique, humaine, telle qu'elle est en train de se réaliser. Pour les surcoûts qui peuvent exister, il y a effectivement une réflexion sur ce point menée par Jacqueline Gouraud en lien avec le ministre des Comptes publics. J'y faisais allusion tout à l'heure, de façon à évaluer les surcoûts. Il y a parfois eu des économies, reconnaissons-le, faites à l'occasion du confinement, puis des dépenses n'ont pas été faites. Et il faut regarder comment tout ceci s'équilibre et comment, dans une vision, je dirais, de bon sens et de bienveillance, l'État peut être en support des collectivités dans ces moments-là. Donc, bien sûr, nous serons la main dans la main sur l'ensemble de ces enjeux. Le protocole peut en effet générer des coûts. Il pourrait en générer en 2020-2021 et on doit en tenir compte dans le partenariat entre l'État et les collectivités locales. Merci. Monsieur Janessas, vous souhaitez répondre? Non. Très bien. Alors la parole est maintenant à Monsieur Xavier Iacovelli. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La réouverture des écoles et la rentrée scolaire sont des enjeux cruciaux du déconfinement sur le plan de la continuité éducative de nos enfants. Vendredi 8 mai, vous avez indiqué, Monsieur le Ministre, que la formule de classe par demi-groupe pourrait être reconduite en septembre et que l'enseignement à distance continuerait à être très important. Il s'agit en effet de concilier deux exigences, celle de la réussite éducative de nos enfants et celle de la protection sanitaire au moment où une crise sans précédent frappe notre propre pays. Je souhaite attirer votre attention sur une problématique majeure à laquelle nous sommes confrontés. Je pense à la fracture numérique dans notre système éducatif et aux inégalités scolaires qu'elle engendre. Connexion Internet défaillante, familles dépourvues d'ordinateurs et d'imprimantes. Dans des zones rurales comme dans les quartiers populaires, les élèves sont parfois dans l'impossibilité de suivre des enseignements dans de bonnes conditions. Malgré le travail considérable des associations et la mobilisation des enseignants et des pouvoirs publics, cette fracture engendre de lourdes conséquences sur la réussite éducative de nos enfants. 4% des élèves seraient même totalement injoignables, selon vos déclarations, Monsieur le Ministre, et certains enfants dits prioritaires qui auraient dû
rentrés la semaine dernière en classe sont en rupture scolaire depuis le début du confinement et ne seraient toujours pas revenus à l'école pour une bonne partie, et on le voit dans chacun de nos territoires. Cette rupture, le fait d'être coupé du milieu éducatif durant 5 mois, accentue fortement les inégalités et les risques d'échec scolaire. Je pense enfin aux enfants qui sont sous protection de l'ASE, qui constituent une population fragilisée dont les moyens logistiques sont souvent insuffisants. Ils sont particulièrement touchés par le décrochage scolaire. Je rappelle, 70% de ces jeunes sortent sans diplôme à l'issue de leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Dans le cas où l'enseignement à distance serait amené à perdurer, quelles mesures mettrez-vous en place à la rentrée scolaire pour renforcer la continuité éducative et lutter contre les décrochages scolaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le sénateur. Donc, votre question nous renvoie à une autre dimension de notre adaptation et de l'impact que cette crise va avoir sur notre approche du système scolaire au travers des questions numériques. Alors c'est vrai que cette crise a accentué ce que nous pouvions voir de la fracture numérique et nous a obligés à un certain nombre de choses à court terme, mais aussi à une vision sur la durée. À court terme, je rappelle que nous avons fait un certain nombre de choses. Il y a eu les distributions de tablettes réalisées par les collectivités locales et par nous-mêmes. Encore le plan récent de 15 millions d'euros conçu avec Julien de Normandie pour donner des tablettes dans différentes familles pour réduire cette fracture numérique. Nous avons eu un accord avec la Poste, avec une innovation technologique très intéressante, permettant aux professeurs de mettre sur ordinateur ce qu'ils veulent transmettre aux élèves, et ensuite la Poste l'imprime et l'envoie directement aux familles, qui ont ensuite une enveloppe gratuite pour renvoyer le travail réalisé par l'élève. Ça a été journellement 10 000 envois de ce type qui ont eu lieu, à partir du moment où on l'a mis sur pied. Et puis en troisième lieu, nous avons fait le travail avec Nation Apprenante, c'est-à-dire au travers de la télévision dont il faut parler, parce que des programmes comme ceux de France 4 ou de France Culture, ou d'autres médias, publics et privés, ont permis d'atteindre des familles qui parfois n'avaient pas Internet, mais avaient la télévision. Donc tout ceci a constitué les outils que nous avons développés pendant la crise. Mais bien sûr, il faut maintenant une vision au-delà de la crise, comme vous le dites. Et donc cette vision au-delà de la crise, nous la préparons au travers des états généraux du numérique éducatif que nous tiendrons à Poitiers au mois de novembre, avec au préalable des états généraux académie par académie pour faire le point de ce qui s'est passé et des perspectives qui s'ouvrent. Mais d'ores et déjà, nous pouvons avoir quelques idées qui correspondent déjà à ce que vous avez dit, c'est-à-dire réduire la fracture numérique, notamment en travaillant sur l'équipement des élèves et l'équipement des enseignants aussi, et la formation des enseignants, et puis encourager les EdTech françaises, la capacité de la France à développer des technologies appliquées à l'éducation. Et là aussi, c'est le sens de ce projet Poitiers, capitale de l'éducation, qui doit nous permettre, avec nos opérateurs, d'être en pointe sur ces enjeux. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Ravier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En affirmant qu'il y avait plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école le 11 mai, vous avez, Monsieur le Ministre, je l'avoue, définitivement cassé ma boussole. La réouverture des établissements depuis le 11 mai a été dans le même style, hasardeux. L'impréparation pour la sortie de confinement a fait suite à l'impréparation pour l'entrée en confinement sans aucune concertation avec les collectivités locales. Il eût été plus pertinent et plus efficace de coupler une stratégie globale avec une approche locale. Les résultats sont là. 70 cas confirmés dans les écoles depuis le 11 mai, plus de 50 écoles fermées. Les parents n'accordent pas leur confiance dans le dispositif actuel et une majorité d'élèves ne sont pas retournés à l'école. Le spectre du syndrome de Kawasaki plane sur nos enfants. 5% des élèves n'ont pas été joignables par leurs professeurs pendant le confinement. L'éducation nationale est condamnée à se transformer en centre aéré pour l'été en voulant instituer des vacances apprenantes pour empêcher le décrochage scolaire. La situation de ma ville est d'autant plus critique qu'à Marseille, les élèves ne craignent pas seulement le virus. Ils ont surtout peur que le plafond leur tombe sur la tête, qu'il n'y ait pas d'eau courante ou que la chaleur les étouffe en été, quand ce n'est pas le froid qui les fait grelotter en hiver. À Marseille en particulier, je me suis opposé à la rouverture des écoles, car en tant qu'élu local, j'étais bien placé pour savoir qu'elle ne pouvait pas se faire dans les conditions adéquates, et cela s'est confirmé. Ça n'a pas permis non plus aux parents de retourner au travail, puisque seuls 500 des 20 000 élèves des quartiers nord ont fait leur retour en classe. On ne compte plus les bidons de gel hydroalcoolique distribués sans la pompe pour les faire fonctionner, ni les thermomètres qui ne fonctionnaient plus. Mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité, je vous l'accorde.
Puisque vous avez choisi de vous défausser sur les maires, une trentaine d'entre eux dans mon département ont décidé de ne pas rouvrir les écoles, 30 sur 119. Ils avaient peur pour les enfants, pour le personnel, pour les parents, mais aussi pour eux-mêmes, car c'est le maire qui sera tenu pour responsable si un seul enfant, un enseignant ou un agent municipal était contaminé. Vous avez menti à tous les Français et maintenant vous vous cachez derrière tous les maires de France. C'est simple, le jour où on aura besoin de rien, on saura que l'on peut compter sur vous. En attendant, les Français et leurs maires, le pays réel, se débrouillent comme d'habitude pour faire tourner notre pays, prouvant que même dans la plus grande adversité, tout peut se relever à condition d'être en phase avec la réalité. Alors après 3 années de mépris du président de la République, et j'en viens à la question, merci Madame la Présidente, après 3 années de mépris du président de la République envers les territoires et les élus locaux, pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Ministre, que les maires, forts de leur dévouement durant cette crise qui n'est pas terminée, seront entendus et qu'ils pourront retrouver une place, la place centrale dans l'organisation de la vie de la nation? Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, monsieur le sénateur, je vous ferai une réponse courte pour tenir compte du fait que vous avez débordé et que, comme ça, je vais compenser. Mais ça peut être... vous avez mêlé certains points exacts à des choses très inexactes, donc ça prendrait du temps de tout démêler. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un duo maire-État très satisfaisant dans la période actuelle, et ce sont les présidents d'associations d'élus qui le disent. Satisfaisant, monsieur le sénateur, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais parfois vous donnez le sentiment de vous repaître de ce qui ne va pas bien. Mais bien entendu qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et si votre métier est seulement de souligner ce qui ne va pas bien, vous aurez beaucoup à faire, mais pas grand-chose à construire. Ce qui est très important, c'est que le couple maire-éducation nationale fonctionne, et il est en train de fonctionner dans plus de 90% des communes. Alors oui, il faut réviser le bâti scolaire, et c'est vrai qu'il y a à faire dans certaines communes, je vous l'accorde, mais justement, nous travaillons constructivement pour que cela change. Il y a aussi à faire pour que l'ensemble des élèves, y compris les plus défavorisés, et notamment les plus défavorisés, rejoignent l'école, et ce n'est pas le type de discours que vous tenez qui va favoriser cela, parce que oui, j'assume totalement la phrase que j'ai dite, il y a du danger à rester chez soi, c'est un danger social, c'est un danger sanitaire. Je n'ai pas été le premier à le dire, je l'ai dit à la suite des sociétés de pédiatrie et de pédiatres très reconnus, et je l'assume complètement. Et donc, à rebours de votre discours, je dis oui, il faut aller à l'école, parce que je crois à l'école, et j'y crois en période normale, mais j'y crois encore plus en période de crise. Merci. La parole est maintenant à Madame Céline Brulin. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la reprise des cours aux objectifs pédagogiques pas toujours très clairs, me semble-t-il, selon un volontariat des familles qui n'en est pas vraiment un et qui pose beaucoup de questions, selon des protocoles sanitaires extrêmement complexes qui ont été élaborés tardivement et auxquels les collectivités territoriales ont dû se plier très très rapidement, tout cela ne remédie pas aux inégalités sociales. Dans mon département de Seine-Maritime, mais c'est un exemple, il y a 2 fois moins d'enfants des zones d'éducation prioritaire qui reprennent par rapport aux élèves des autres territoires. Alors je crois qu'il ne faut évidemment pas renouveler l'expérience que nous vivons actuellement et qu'il est indispensable pour cela de préparer la rentrée, non pas d'une manière normale dont vous venez de parler, même si je vous rejoins sur le fait qu'on aimerait tous être débarrassés de cette épidémie pour le mois de septembre, mais d'une manière inédite, d'autant du reste qu'on ne sait pas à ce stade dans quelles conditions sanitaires on devra faire cette rentrée. Or, si nous avons notamment ici examiné 2 projets de loi de finances rectificatifs, notamment pour venir en aide, et c'est justifié à un certain nombre de secteurs économiques, pour l'instant, il n'y a eu aucune mesure, et notamment aucune traduction budgétaire des postes sur lesquels vous vous êtes engagé, Monsieur le Ministre. Je crois, je vous avais déjà interpellé, qu'il faut annuler les fermetures de classes et les suppressions de postes dans les REP, où il n'est pas vrai de dire que l'effectif de 25 élèves par classe maximum est garanti partout, ça n'est pas vrai. Et puis je crois que nous avons besoin plus que jamais de dispositifs tels les RASED, plus de maîtres que de classes. Les remplacements, on sait que les inspecteurs d'académie sont souvent contraints de prendre sur ces effectifs de remplacement pour répondre aux besoins. Un dernier mot, évidemment la crise sanitaire a bousculé beaucoup de choses et notamment l'organisation des concours. Et je veux ici, mais d'autres collègues le feront aussi, me faire le relais des élèves internes qui souhaitent que les oraux qui leur sont proposés en septembre et octobre soient annulés.
Je crois que c'est non seulement une question de justice à leur égard, mais que ça sera aussi extrêmement utile pour pouvoir affecter ces enseignants dès la prochaine rentrée. Et nous avons aussi besoin de moyens dans le secondaire. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, Madame la sénatrice, beaucoup de sujets dans votre question. D'abord, sur la question du protocole sanitaire. Vous semblez dire que vous le trouvez trop strict, mais finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est connaître votre position. C'est-à-dire, vous auriez souhaité un protocole sanitaire peu strict, vous auriez souhaité... nous l'avons élaboré en à peine quelques jours après l'avis du Conseil scientifique donnant les éléments sur ce que devrait être ce protocole sanitaire. Et je pense qu'on pouvait difficilement le faire dans des délais plus brefs. Nous avons travaillé avec les associations d'élus. Je reconnais bien volontiers que tout s'est passé dans des délais brefs, mais nous sommes dans une période de crise où nous devons nous adapter à chaque situation. Donc oui, c'est strict, mais on peut souligner à l'envi que ça l'est. Il n'en demeure pas moins que les communes ont pu travailler comme les conseils départementaux, et c'est ce qui fait que les collèges rentrent depuis hier. Vous m'avez aussi interrogé sur les enjeux de la carte scolaire. J'ai déjà eu l'occasion de vous répondre, mais je pense qu'on est là aussi devant un cas assez unique où nous avons créé des postes en pleine année budgétaire, c'est-à-dire au moment où la carte scolaire était déjà prête. Nous l'avons rectifiée et le Sénat a joué, vous le savez, un rôle très important. Et donc je pense que ce serait plutôt normal de souligner cela, c'est-à-dire le rôle positif du Sénat et de l'Assemblée aussi, bien entendu, dans leur alliance avec l'exécutif pour arriver à ce type de décision, qui a été faite justement pour créer du consensus aussi entre nous tous, de façon à bien préparer cette rentrée. Et c'est ce qui fait que vous aurez en Seine-Maritime comme ailleurs, commune par commune, un meilleur taux d'encadrement. Si vous me trouvez une classe à l'école primaire de plus de 25 élèves dans votre département, je m'engage à changer cette réalité. Donc nous pouvons avancer de manière consensuelle sur ces sujets. Sur la question des concours, j'ai eu l'occasion de m'exprimer aussi. Nous avons réussi à les tenir, ce qui n'était pas évident. La solution de facilité aurait été de les reporter, tout simplement même de les annuler et d'attendre l'année prochaine, de fonctionner avec des contractuels. Nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, nous cherchons évidemment à ce que ce soit toujours avec bienveillance pour ceux qui vont concourir, que les formules soient trouvées. C'est ainsi que les concours externes ont lieu de la mi-juin jusqu'à la fin juillet, et les concours internes à la rentrée, de façon à préserver les droits de ceux qui les ont préparés. Merci. La parole est maintenant à Madame Colette Mélot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'heure de la réouverture des classes, je voudrais saluer le travail accompli par tous les personnels de l'Éducation nationale ainsi que ses partenaires que sont les collectivités dans cette situation tout à fait inédite. Le gouvernement a annoncé qu'une priorité serait accordée à l'accueil des enfants porteurs d'un handicap par les établissements scolaires. En effet, les enfants atteints de troubles cognitifs et leurs familles ont particulièrement souffert des effets du confinement. Rupture de soins, perte de repères liés au changement d'habitude, épuisement des familles. Si bien que le retour à l'école était très attendu des parents comme des enfants. Pourtant, en dépit des annonces du gouvernement, on a pu constater dans un certain nombre d'écoles des parents d'enfants porteurs d'un handicap se heurter à un refus d'admission. Les exemples ne manquent malheureusement pas. La raison principale invoquée serait l'impossibilité pour ces enfants de respecter les gestes barrières. Les associations de défense des personnes handicapées et les fédérations de parents d'élèves plaident pour que le gouvernement garantisse un droit à l'éducation pour tous les enfants. Il est regrettable de constater que les enfants les plus fragiles sont les premières victimes du déconfinement. Et je veux bien croire que seules les difficultés pour mettre en place les conditions d'accueil aient pu probablement favoriser ces réactions discriminatoires, mais pourtant, le protocole sanitaire, je cite, disait « Une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies évoluant sur une longue période. » Monsieur le ministre, alors que le gouvernement affiche clairement sa volonté de bâtir une école inclusive, et comme le souhaitent parents d'élèves et fédérations d'associations de défense des personnes en situation de handicap, êtes-vous prêt à mettre en œuvre des mesures concrètes permettant d'accueillir ces enfants dans de bonnes conditions? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, c'est évidemment un des sujets très importants de la période actuelle et qui fait d'ailleurs écho à un sujet structurel de notre système. Vous le savez, c'est
l'une de nos plus grandes priorités, suivie d'ailleurs par le président de la République. Et pas plus tard qu'hier, j'étais avec Sophie Cluzel en visioconférence avec tous les recteurs et les directeurs d'ARS de chaque région de France pour uniquement le sujet que vous avez évoqué. Avec à la fois des enjeux de court terme, que se passe-t-il pour les élèves en situation de handicap en ce moment même, et comment préparons-nous la rentrée. S'agissant du premier point, la période de confinement a été particulièrement dure pour les élèves et leurs familles ayant un handicap. Et nous avons cherché à en tenir compte le plus possible. Le président de la République lui-même a provoqué une dérogation aux règles du confinement pour tenir compte de la situation des élèves autistes. Et nous avons publié toute une série de ressources tenant compte de chaque handicap pour aider les familles dans cette situation de confinement. Et d'ailleurs, ces ressources sont sur notre site EduScol et sont, je crois, saluées par les associations. S'agissant du déconfinement, nous avons évidemment défini les élèves handicapés comme étant un public prioritaire. C'est donc ce qui est en train de se passer, mais évidemment cela se heurte parfois à toute une série de difficultés, par exemple le respect des gestes barrières par les AESH, le fait que certains AESH aient des problèmes de santé qui ne leur permettent pas de revenir, donc ça nécessite toute une réorganisation. Mais nous sommes véritablement concentrés sur cela, en lien avec les associations, et nous y travaillons, en lien avec le monde médico-social, avec notamment des personnels issus des IME qui viennent dans les établissements pour nous aider. Bien sûr, la situation comporte beaucoup d'imperfections, mais là aussi, ça fait que 8 jours maintenant, et au fil du temps, nous allons, je pense, sans arrêt améliorer les choses. Mais j'en profite pour dire aussi que nous préparons une rentrée 2020 qui est un cran supplémentaire dans la qualité de l'accueil des élèves et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment avec plus d'AESH, mieux formés, avec des meilleurs contrats, plus de ressources pédagogiques, plus de coordination aussi avec les collectivités locales. Donc nous continuons le travail en faveur des élèves en situation de handicap. Merci. Madame Mello, souhaitez-vous répondre au ministre? Non. Bien, alors la parole est maintenant donc à Monsieur Laurent Lafont. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'oral du bac français pour les élèves de première. Vous aviez précisé dans un premier temps au début du confinement, et vous l'aviez redit du reste devant la commission, que ces épreuves seraient maintenues en présentiel, avant de vous montrer dans un deuxième temps un peu plus réservé sur leur maintien. Lors de la présentation des modalités de sortie du confinement, le Premier ministre a bien mentionné que la réouverture des lycées était conditionnée à la situation sanitaire, mais qu'en tout état de cause, elle n'interviendrait pas avant le début du mois de juin. Reposant du coup, d'une certaine manière, la question du maintien de l'oral, puisque, on le sait, la préparation de l'oral nécessite un travail spécifique entre l'élève et l'enseignant pour être préparé de manière satisfaisante à la tenue de ces oraux. Nous avons bien compris que vous aviez le souci de maintenir une certaine pression ou stimulation autour des élèves pour que la période actuelle ne soit pas une période inutile. Néanmoins, je crois qu'il est temps de dire aux enseignants, aux élèves et à leurs parents si cette orale sera maintenue ou pas au mois de juin prochain. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Vous avez rappelé tous les éléments qui président à une telle décision. Je voudrais quand même les rappeler très brièvement. D'abord, l'objectif était, lorsque nous avons fait tout ce travail de concertation très large sur la transformation du baccalauréat 2020, de bien dire que quand on pouvait maintenir une épreuve finale, on la maintenait. C'était le cas de l'oral de français, qui peut être maintenu si les lycées sont ouverts, avec des conditions respectant les gestes barrières et l'ensemble des éléments du protocole sanitaire. Ça reste possible et envisageable. Bien entendu, c'est dépendant déjà d'un premier élément sine qua non, qui est l'ouverture des lycées. Or, c'est dans une semaine que nous commencerons à en avoir le cœur net sur ce point, à la lumière de ce que nous diront les autorités sanitaires et de l'évaluation que nous ferons de la possibilité d'ouvrir les lycées. C'est pourquoi c'est à la fin de la semaine prochaine que je serai en mesure de pouvoir dire ce qui est possible. Dans l'intervalle, je ferai de nouvelles concertations, j'écouterai l'ensemble des partenaires, y compris les représentants lycéens. Mais c'est vrai qu'un des éléments d'inspiration, c'est un message aux lycéens sur le fait que c'est important de travailler le français. Vous l'avez rappelé, je l'ai résumé dans une formule en disant plutôt Phèdre que Netflix, mais c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire le fait qu'en ce moment même, nous parlons beaucoup du décrochage
des 4%, des élèves les plus défavorisés, des plus éloignés de l'école, mais il faut être soucieux des 100% d'élèves. Or, on a évidemment des témoignages de démotivation aujourd'hui, de difficultés du rapport à l'école pour un grand nombre d'élèves. Et de ce point de vue-là, nous savons bien que l'épreuve finale est un élément qui crée de la motivation. Donc c'est évidemment très important. Nous avons développé des ressources. Je parlais tout à l'heure de la nation apprenante. France Culture a développé, par exemple, des ressources pédagogiques sur chacun des textes qui sont au programme de l'oral de français. Donc mon incitation vis-à-vis des élèves de première, c'est de travailler à partir de ces ressources et bien sûr avec leurs professeurs. J'entends tous les arguments pour le transformer en contrôle continu et à la lumière des concertations et de la situation sanitaire concrète, on prendra la décision à la fin de la semaine prochaine. Monsieur Lafont, souhaitez-vous répondre? Non. La parole est donc à monsieur Max Brisson. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, selon une récente étude de l'association Saint-Lab, les enseignants ont l'impression que 20% de leurs élèves paraissent se désengager de leur scolarité depuis le début du confinement. Il ne s'agit pas d'élèves dont l'institution scolaire n'aurait aucune nouvelle, les 4% de décrocheurs, mais d'élèves qui ne communiquent que faiblement avec leurs professeurs. Cette proportion atteindrait 30% dans les collèges en REP et dans les lycées professionnels. Le confinement a ainsi un impact important sur l'acquisition et la consolidation des apprentissages. Conscient de ce problème, votre ministère s'est déjà fortement engagé. Je pense notamment au soutien scolaire à distance mis en place pendant les vacances de printemps. Votre circulaire du 4 mai semble dessiner 3 temps: la période de la reprise des cours jusqu'au 4 juillet, les vacances d'été et la rentrée de septembre 2020. Ma question porte sur ces 2 dernières périodes. Quelle sera la finalité des vacances éducatives? Y a-t-il des objectifs pédagogiques de progression scolaire? Quand seront-elles organisées? Y aura-t-il une priorisation des élèves en fonction des classes ou des difficultés scolaires? En ce qui concerne la rentrée de 2020, la circulaire indique que l'année scolaire 2020-2021 devra ménager jusqu'aux vacances de la Toussaint des temps pour consolider les apprentissages. Peut-on aller plus loin et prévoir une adaptation des programmes et un lissage par cycle? Enfin, la circulaire de rentrée 2019 avait été publiée le 28 mai 2019. Pouvez-vous nous donner une échéance indicative de la publication de la circulaire de rentrée 2020? Est-ce une question de jours, de semaines? Sera-t-elle publiée avant le début des vacances d'été? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Beaucoup d'éléments dans votre question, bien sûr, qui d'ailleurs fait le lien en partie avec la question précédente, lorsque vous notez, malheureusement à juste titre, au début de votre intervention, que des élèves peuvent être dans un lien très lâche avec leur scolarité, au-delà des décrocheurs. Et j'y suis évidemment très attentif, et c'est un souci. Je pense que c'est un problème que je qualifierais de société, voire de civilisation, parce que c'est toute l'Europe qui est touchée par ce phénomène, et c'est la reconstruction du lien avec l'école à laquelle nous devons nous attacher. Alors c'est vrai que les vacances peuvent être un moment pour cela, de même que la rentrée scolaire. S'agissant des vacances, il y aura diverses choses. D'abord, des dispositifs de soutien scolaire gratuit, pur et dur, si je puis dire, comme ce que nous faisons lors de la dernière semaine d'août, pour en petits groupes avoir les élèves, pour les mettre à niveau de la classe supérieure dans laquelle ils rentrent. Et puis le panel de ce qu'on peut faire pendant les vacances, je pense au dispositif école ouverte, qui va se déployer beaucoup plus qu'en temps ordinaire, y compris en milieu rural, chaque fois que ce sera possible, sur la base du volontariat des communes et des équipes. Et je serai amené à donner tous les détails de cela prochainement. C'est quelque chose qui se travaille en concertation aussi avec l'ensemble des acteurs, et bien entendu, vos idées, vos propositions peuvent faire partie de ce portrait des vacances d'été que nous sommes en train de dessiner. Il y aura aussi, au travers du label Vacances apprenantes, des possibilités de mettre des éléments plus éducatifs encore que d'habitude dans les colonies de vacances et d'autres formes de vacances de nature sociale, parce que nous avions un enjeu qui était de sauver les colonies de vacances, et nous voulons le faire, ce qui n'est pas gagné au moment où je vous parle, et il l'était encore moins il y a quelques semaines, mais non seulement nous devons sauver les colonies de vacances, mais nous devons faire de l'été 2020, et le président de la République s'y intéresse lui-même, un été où nous faisons d'un problème une opportunité, c'est-à-dire avoir plus d'enfants qui en effet partent en vacances. Enfin, s'agissant de la rentrée scolaire, oui, la circulaire sera publiée évidemment avant les vacances d'été, mais elle sera aussi le fruit de vastes concertations avec l'ensemble des acteurs, de façon à préparer cette année 2020-2021 en tenant compte de toutes ces particularités. Merci, monsieur Brisson. Vous souhaitez répliquer? Finalement, monsieur le ministre,
Le confinement aura montré l'importance de l'école et des maîtres, que tout ne peut pas s'apprendre devant un écran, que tout ne peut pas s'apprendre à distance. Finalement, c'est la fin des chimères qui pensaient qu'un jour, les écrans pouvaient remplacer le maître. D'où la nécessité de faire en sorte que l'école retrouve une adhésion, parce que vous avez bien explicité les difficultés qui se posent à nous, d'où la nécessité de préparer de manière très anticipée et stratégique cette rentrée. Je peux vous le dire devant la présidente de la commission de l'éducation que le Sénat y prendra sa part à sa place pour vous faire des propositions de manière à ce que nous réussissions ensemble cette rentrée stratégique. Merci. La parole est maintenant à Madame Dominique Vérien. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'école est libre et obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais en ce moment, Covid-19 oblige, l'école n'est plus seulement libre, elle est devenue facultative. Pour les enfants qui se trouvent dans un foyer structuré, ce n'est pas un problème car les professeurs font un travail formidable pour rester en contact et apporter des supports pédagogiques qui rendent tout à fait constructive cette période. Constructive pour les enfants bien accompagnés. Mais bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de rouvrir les écoles, tous les enfants ne sont pas bien accompagnés. Et ceux qui ne le sont pas ont besoin de l'école, même s'ils n'en sont pas toujours conscients, vivant parfois l'institution comme un lieu d'échec auquel ils préfèrent ne pas se confronter. C'est pour ces enfants-là que vous rouvrez, mais ce sont ceux-là qui ne sont pas revenus. Dans mon village, certains parents ne se sont même pas donné la peine de répondre aux professeurs sur leur souhait ou non de remettre leur enfant le 14 mai à l'école. Et bien sûr, ils n'étaient pas présents à la rentrée jeudi dernier. 2 sur 25 élèves dans une des classes. C'est pour ces enfants-là donc que vous souhaitez aussi créer les vacances apprenantes. Mais comment comptez-vous les toucher? Ou plutôt toucher leurs parents? Les services sociaux sont un premier relais dont on sait qu'il est insuffisant, surtout s'il s'agit de les inscrire pour l'été 2020. Alors, Monsieur le Ministre, quelle méthode et quels moyens comptez-vous mettre en place pour faire revenir ces enfants à l'école, pour leur faire connaître, ainsi que leurs parents, ne serait-ce que leur faire connaître les colonies de vacances en question, et pour les faire adhérer au concept, et pour les parents y inscrire leurs enfants? Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Sénatrice. Il y a de grands enjeux derrière votre question. Alors, oui, malheureusement, les élèves les plus défavorisés ont une tendance à moins venir que les autres élèves. Heureusement, ne soyons pas manichéens, ce n'est pas complètement le cas, et nous avons déjà de premières réussites en la matière. C'est-à-dire, ça dépend des lieux, ça dépend de toute une série de circonstances. À nous maintenant de gagner ce pari, notamment tout au long du mois de mai, par une alliance de tous les acteurs publics. Et chaque élu, chaque acteur public a un rôle fondamental à jouer. J'ai cité les assistantes sociales aussi, bien sûr. Et c'est ce que j'ai demandé à chaque recteur de France, d'avoir un plan de lutte contre le décrochage immédiat pour créer ces systèmes d'alliance permettant de tenir les bons discours et d'avoir les bonnes actions vis-à-vis des familles. Je reste optimiste sur ce point. Je pense que c'est notamment par les effets d'imitation des premières semaines, en voyant que d'autres enfants y vont et en voyant que ça se passe bien, que d'autres familles feront ce choix qui est éminemment souhaitable. Vous avez dit aussi que nous pourrions mieux promouvoir les vacances des enfants grâce au fait que nous ferions la promotion de ces vacances pendant les mois de mai et juin auprès des familles, grâce au fait que les enfants seraient présents. C'est très juste et nous allons en effet faire cela. Et ce sera, je crois, une première d'ailleurs, c'est-à-dire de parler des vacances avec les enfants et leurs familles au mois de juin pour les inciter à profiter des systèmes de vacances que l'on va déployer. Notre manière de faire pour toutes ces formes d'incitation, c'est d'abord et avant tout l'alliance des acteurs publics. Donc, et c'est particulièrement vrai dans les communes, a fortiori quand elles sont petites et que les maires connaissent bien personnellement les familles, mais c'est vrai de l'ensemble des élus. Et puis deuxièmement, il faut que nous soyons innovants, et de ce point de vue-là, les propositions du Sénat peuvent aussi être très pertinentes. Je pense par exemple aux clubs de sport. Nous allons les engager autant que possible dans le fait d'aller chercher les élèves. Ils les connaissent bien parfois sous d'autres angles, de façon à nous aider dans ce travail de conviction et de recherche. Mais dans la période actuelle, il faut faire flèche de tout bois. Et donc, toutes les idées sont bienvenues pour réussir ce pari dès le mois de mai. Je vous remercie. Merci. Madame Verrier, souhaitez-vous répliquer? Oui, je pense qu'il faut préciser quand même que l'école est obligatoire
que ce soit en présentiel ou derrière un écran, pour vraiment inciter les parents à remettre leurs enfants à l'école quand ils ne peuvent pas assumer de les accompagner, ce qui est souvent le cas de ces enfants décrocheurs. Et puis, pour mieux faire connaître les colonies de vacances, à mon avis, une bonne campagne télévisuelle ira dans tous les foyers. Merci. La parole est maintenant à Madame Laure Darcos. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la réouverture des établissements scolaires dans le contexte épidémique que nous connaissons s'avère des plus complexes. Complexe pour les élus locaux, auxquels je pense en premier lieu. Chacun de nous a pu mesurer dans son département la profonde et légitime inquiétude des maires devant le poids des responsabilités qui pèsent sur eux. Complexe également pour les responsables éducatifs et les enseignants, compte tenu de la nécessité pour eux de réorganiser totalement l'accueil des élèves et les activités scolaires. Complexe enfin pour les familles, tiraillées entre le désir de protéger leurs enfants et celui de retrouver une activité professionnelle aussi normale que possible. Dans ce contexte qui nous oblige à la rigueur des procédures et à la protection de tous vis-à-vis du virus, la situation des enfants handicapés est quelque peu passée en arrière-plan. Une fois encore, ce sont les plus fragiles que l'on oublie trop facilement lorsque surviennent les circonstances exceptionnelles. Je voudrais évoquer sans pathos, mais avec réalisme, la situation vécue par Liam, un jeune autiste de 11 ans, scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire, à Morsan-sur-Orge, dans mon département, et que je suis depuis plusieurs années. 2 mois de confinement auront suffi à lui faire perdre tous ses repères, son environnement matériel et affectif, ainsi que les progrès accomplis au prix de tant d'efforts. Liam présente aujourd'hui des signes de régression et est devenu agressif. Ses parents sont d'autant plus impuissants face à ce drame que le retour en Ulysse n'est actuellement pas possible. Plusieurs questions me viennent à l'esprit, Monsieur le Ministre. Vous avez déjà répondu à Madame Mello, mais les élèves en situation de handicap faisant partie des publics prioritaires identifiés par l'Éducation nationale pour un retour progressif dans les établissements scolaires, dans quel délai les unités d'enseignement localisées vont-elles pouvoir rouvrir? Comment, en attendant cette perspective, assurer aux enfants autistes une réelle continuité pédagogique alors que celle-ci n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent, malgré le dévouement des professeurs, des coordinateurs d'Ulysse, des enseignants référents et des personnes médico-sociaux? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci Madame la sénatrice. Je serai vraiment le dernier à nier la réalité du problème que vous évoquez. J'avais commencé à le dire tout à l'heure, le confinement peut avoir des effets extrêmement négatifs pour les élèves en situation de handicap, le cas de l'autisme étant très significatif de ce problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles il était très souhaitable d'avoir le déconfinement. Imaginons la même chose de mars à septembre. Ce serait véritablement catastrophique. Donc le problème, il est bien réel. La priorité, elle est bien réelle aussi. Nous avons vraiment dit noir sur blanc, et en premier, que les élèves en situation de handicap étaient prioritaires. C'est pourquoi les Ulysse ont vocation à rouvrir en premier. Peut-être que dans le cas particulier que vous évoquez, l'Ulysse n'a pas rouvert. C'est possible, bien sûr, mais la tendance générale, c'est la réouverture prioritaire des Ulysse. Et il faut regarder dans ce cas si ça n'est pas quelque chose qui est programmé rapidement, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. De la même façon, nous continuerons à créer des unités spécialisées pour l'autisme, les UEME, auxquelles vous faites référence. Évidemment, je ne connais pas ce cas particulier, mais il est vraisemblable que Liam a bénéficié d'un UEME créé tout récemment. Et donc, c'est significatif aussi de cette politique volontariste pour l'autisme que nous avons et qui, bien entendu, a vocation à perdurer. Et donc, que l'UEME son UEME se recrée et puisse lui permettre, évidemment, de retrouver l'environnement favorable à sa scolarité. Donc, oui, le problème est bien réel, il est fort. Oui, il nous pose des difficultés très particulières avec le respect du protocole sanitaire, alors même que parfois on a des élèves dont le comportement justement rend difficile le respect de ces règles sanitaires, mais avec à la fois pragmatisme, volontarisme, mais aussi esprit collectif, c'est-à-dire avec notamment les personnels médico-sociaux qui viennent prêter main forte à l'éducation nationale. Nous allons y arriver et bien entendu c'est en tête de nos priorités, que ce soit pour les enfants autistes ou pour tous ceux qui ont un handicap. Je pense aux enfants 10 aussi, pour lesquels nous avons développé des ressources spécifiques pour cette reprise des cours. Madame Darcos, souhaitez-vous répliquer? Non? Merci. La parole est maintenant à Madame Claudine Lepage. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les établissements d'enseignement français à l'étranger ont été durement impactés par les conséquences liées à l'épidémie de Covid-19. Si les établissements commencent à rouvrir et ceux qui
ont pour le moment rouvert, l'ont été dans des conditions aussi bonnes que possible dans le contexte. Des inquiétudes sont nombreuses, notamment sur la santé financière d'un certain nombre d'entre eux. Ces établissements auront besoin, Monsieur le Ministre, d'un soutien conséquent de votre gouvernement, tout comme l'ensemble du réseau AEFE. Monsieur le Ministre, le groupe socialiste et républicain du Sénat a attiré votre attention sur les épreuves d'admission des concours internes qui doivent se dérouler à l'automne. Elles sont pénalisantes par rapport à celles des candidats aux concours externes. Et pour les personnes non titulaires, les personnels non titulaires en poste à l'AEFE, ils sont encore plus pénalisés dans la mesure où leur année de stage doit se faire en France. Dans quelles conditions seront-ils affectés et pourront-ils s'installer en cours d'année? Par ailleurs, du fait de la fermeture des frontières, des contingences aériennes, ainsi que les quatorzaines mises en place à l'arrivée, les candidats admissibles en poste à l'étranger ne sont pas non plus certains de pouvoir se présenter aux épreuves d'admission en septembre. Pourquoi le ministère n'applique-t-il pas aux concours internes, les mêmes mesures exceptionnelles qu'il a prises pour les concours externes, c'est-à-dire l'admission sur la base des épreuves d'admissibilité? Ensuite, j'ai bien entendu votre réponse à Monsieur Piednoir. J'ai cependant une remarque et peut-être une question. Étant donné la situation sanitaire et sécuritaire dans de nombreux pays qui affectent nos élèves à l'étranger, sur les continents américains et africains notamment, mais pas seulement, pensez-vous qu'il soit possible d'organiser les épreuves orales de l'épreuve anticipée de français dans les établissements français à l'étranger? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Nous avons regardé avec attention le cas des lycées français à l'étranger, aussi bien au moment du déclenchement du confinement que pour le déconfinement. À chaque fois, ils sont dans une situation mixte avec à la fois des règles françaises et puis la prise en compte des réalités locales et des règles locales. Et c'est ce qui justifie que, aussi bien pour l'entrée dans le confinement que pour l'entrée dans le déconfinement, il y ait des situations qui se règlent au cas par cas, mais je crois le plus correctement possible. Nous sommes aussi conscients des problèmes financiers qui peuvent se poser pour ces lycées. Parfois, certains étaient fragiles avant la crise et l'ont été encore plus au travers de la crise. C'est pourquoi Jean-Yves Le Drian, avec moi-même, nous avons pris la décision de renforcer financièrement la dotation à l'AEFE. Cet ensemble d'éléments de bienveillance vis-à-vis des lycées français à l'étranger doit leur permettre de traverser cette crise. Vous avez posé aussi la question des candidats étrangers au concours, enfin des candidats qui sont à l'étranger et qui veulent passer le concours. Alors d'abord sur la question, quelle est notre philosophie? Notre philosophie, je commençais à le dire tout à l'heure, c'est la bienveillance vis-à-vis des candidats, c'est-à-dire ne pas les léser dans cette situation. Sachant que, par définition, la situation présente des inconvénients. Ça, malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais nous avons essayé qu'il y en ait le moins possible. D'où le fait que nous avons une règle qui s'applique pour les concours externes comme pour les concours internes, c'est qu'un concours déjà entamé se poursuit jusqu'à sa fin. Et ça, c'est ce que nous avons fait, par exemple, pour les agrégations de concours externes qui avaient pu commencer avant la crise et qui se poursuivent. Nous considérons que c'est une sorte de droit, justement, pour eux de le faire. Pour ceux qui n'avaient pas commencé, nous avons fait des adaptations, et c'est ce qui fait que les concours externes ont lieu de mi-juin à fin juillet. Ces concours, et nous considérions que les candidats externes qui ont préparé beaucoup, comme les candidats internes, mais qui ne sont pas fonctionnaires, qui n'ont pas déjà un travail, c'était important qu'ils soient chronologiquement prioritaires, et c'est ce que nous avons fait. S'agissant des internes, c'est vrai que c'est en septembre-octobre, c'est vrai que c'est un inconvénient par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Il n'y a pas un principe d'égalité d'un concours à l'autre. Les principes d'égalité, c'est à l'intérieur d'un même concours. Mais là aussi, nous avons recherché pour ces candidats internes l'inconvénient le moindre qui était de reporter cela et leur permettre quand même de passer un concours en 2020, ce qui là aussi préserve quand même l'essentiel de leurs droits. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Piednoir. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout au long de la crise sanitaire que nous traversons, vous avez dû prendre un certain nombre de mesures délicates pour assurer tant bien que mal la continuité à la fois de formation et d'évaluation relevant de l'éducation nationale. Beaucoup de questions restent en suspens et le débat que nous avons cet après-midi le prouve. Notamment, je m'associe à la question sur les recrutements, les concours internes de recrutement dans l'éducation nationale.
qui ne concerne pas uniquement que des fonctionnaires, ça concerne aussi des contractuels qui font l'effort de passer ce concours. Je trouve qu'il y a quand même un risque d'iniquité par rapport à eux. Je voulais le signaler en introduction. Le confinement a imposé des changements de méthode pédagogique très, très fortes, du primaire jusqu'au supérieur, avec quasiment du jour au lendemain l'utilisation d'outils numériques que, il faut bien le dire, à la fois les professeurs et les élèves et les étudiants utilisaient parfois avec parcimonie. Le retour en classe est certes indispensable et le cours en présentiel est irremplaçable, nous le savons tous, mais nous pouvons imaginer un prolongement durable de ces pratiques pédagogiques. Dès lors, il me semble que la formation continue des professeurs, vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, Monsieur le Ministre, cette formation continue doit s'adapter et proposer des modules spécifiques pour consolider ces nouvelles compétences et mieux appréhender les potentialités de ces outils numériques. Par ailleurs, une sensibilisation aiguë également à certains dangers, je pense notamment au visionnage sans filtre de certaines vidéos, peut également s'avérer utile pour une véritable éducation au sens critique. Par ailleurs, ces 2 mois de distanciation physique ont inévitablement créé des perturbations dans les apprentissages, ça a été dit à plusieurs reprises, malgré l'investissement massif des professeurs pour éviter le décrochage scolaire. Des ateliers de remédiation, de consolidation peuvent être envisagés à la rentrée scolaire dans les établissements, mais le pourront-ils, en auront-ils la possibilité? Je vous pose la question. En nous projetant sur cette rentrée de septembre, il faut, me semble-t-il, dès aujourd'hui envisager les voies et moyens pour permettre ces évolutions de notre système scolaire dont la caractéristique pachydermique peine à se dissiper. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, prévoyez-vous, par exemple, d'augmenter les dotations horaires des établissements scolaires pour leur allouer la souplesse dont ils auront besoin dès la rentrée? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, votre question recouvre de vastes champs, mais je commencerai par l'expression que vous avez utilisée pour essayer de la dévier. Vous avez fait référence au pachyderme. À la rentrée dernière, j'ai eu l'occasion de dire que nous devions dire au revoir à cette image et que nous devions désormais parler d'un peuple de colibris. Je parlais de cela pour dire à quel point nous avions besoin de souplesse, nous avions besoin d'union des acteurs et de sens de l'adaptation. Je parlais en ayant en tête aussi les enjeux écologiques, les enjeux, par exemple avec la création des délégués lycéens et collégiens aux enjeux environnementaux. Mais je parlais aussi de la souplesse de notre système et de la capacité à donner le sens de l'initiative à chacun des acteurs et tout particulièrement aux professeurs. Et évidemment, la période que nous venons de vivre a illustré le peuple de colibri, puisque quand vous rendez hommage aux professeurs, vous rendez hommage au peuple de colibri qui s'est mobilisé, qui a su s'adapter à chacune des situations. Et donc, d'une certaine façon, la crise accélère cette mutation. Nos discours ont un impact sur cela. Et donc, c'est une supplique pour que cette métaphore qui a fait tant de mal ne soit plus utilisée, parce qu'elle n'est pas adaptée à nos défis, mais elle n'est pas non plus adaptée à ce que nous venons de vivre. Alors oui, nous avons besoin de créer de la souplesse. Et nous avons besoin de créer de la souplesse dans un équilibre entre la dimension nationale de notre service public, à laquelle je crois nous tenons tous, et qui est une garantie de qualité et de force, et aussi une garantie d'égalité, en même temps que la souplesse des acteurs, c'est-à-dire la garantie de pragmatisme, la garantie d'efficacité au service des élèves. Et c'est ce bel équilibre, en ne se trompant pas sur ce qui relève de la force nationale et ce qui relève de la souplesse locale, que nous devons trouver. C'est pourquoi je crois beaucoup à cette préparation de rentrée dont je parlais en réponse au sénateur Brisson tout à l'heure, et à laquelle évidemment la Haute Assemblée peut contribuer, c'est-à-dire cette vision sur ce qui relève des marges de manœuvre locales et des grands principes nationaux. Merci. La parole est maintenant à Monsieur David Assouline. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le confinement a été un révélateur des fractures qui minent l'éducation et les accélèrent sans doute. Pour certaines familles, avec les difficultés d'accéder à Internet, l'exiguïté des logements, le retard scolaire s'est accru. L'école à la maison, ce n'est pas l'école. Vous avez cité le chiffre de 5% de décrocheurs pendant ces 2 derniers mois. Ce chiffre apparaît au minimum sous-estimé quand on sait que 1,8 million d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté en France.
On peut potentiellement estimer à 20% les enfants qui se sont retrouvés en situation de décrochage scolaire et plus dans certains territoires ou quartiers défavorisés. S'ajoute le fait que la rentrée scolaire du déconfinement, pourtant préparée consciencieusement par les équipes éducatives et certaines mairies, n'est pas à la hauteur de vos et de nos attentes. Peu d'enfants retrouvent le chemin des classes et ceux qui devaient être touchés en priorité par cette mesure ne s'y pressent pas. Monsieur le ministre, depuis la rentrée du déconfinement, les enseignants des quartiers populaires nous alertent. Les victimes collatérales du confinement, les décrocheurs scolaires ne reviennent pas. La réouverture des écoles n'a pas permis de lever les inquiétudes pour ces familles qui craignent plus que d'autres le risque de seconde vague. Cela rend plus nécessaire la mise en place d'une réflexion pour la rentrée de 2020. Des villes ont déjà commencé à le faire en s'appuyant sur les centres sociaux ou sur des associations. Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre à cette situation sur le plan pédagogique, psychologique, social? L'année 2020-2021 ne peut pas être préparée comme les autres. Êtes-vous prêt à préparer avec toute la communauté éducative, les associations et les collectivités locales concernées, régions, départements, villes, une grande concertation déconcentrée pour aboutir à répondre à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous, en mettant les moyens sans compter, avec l'objectif qu'aucun enfant ou jeune ne soit abandonné ou ignoré? La génération scolaire Covid-19 ne peut être sacrifiée. Ce serait une catastrophe pour toute la nation et la République. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur. Je pourrais vous faire une réponse rapide en vous disant tout simplement oui. Et donc c'est ce que je vais faire. Simplement, je vais le faire en 2 minutes. Il est évident, comme j'ai commencé à le dire, que l'année scolaire 2020-2021 va être particulière dans tous les cas de figure. Soit dans le cas de figure le plus positif, c'est-à-dire où la société est débarrassée du virus, où de toute façon il faudra tenir compte des dégâts causés par le confinement, soit dans le cas le plus négatif, où le virus est encore là et où nous devons continuer à nous adapter. Ou dans le troisième cas où nous avons un mélange de ces deux choses avec, disons, un virus qui disparaîtrait en cours d'année scolaire. Dans tous ces cas de figure, nous avons à imaginer cette école nouvelle et de faire d'un mal un bien, c'est-à-dire permettre que nos élèves puissent travailler bien l'an prochain. Cela passe d'abord et avant tout, vous l'avez dit, par une vaste concertation. C'est ce que je ferai tout au long des prochaines semaines pour arriver à cette préparation de rentrée très particulière. J'y suis tout à fait prêt. Je pense que nous avons besoin de créer de l'unité autour de l'école. Nous avons besoin aussi de créativité, de la créativité nationale, mais aussi de la créativité locale et la participation de tous à ces enjeux. Les premières pistes sont devant nous, c'est la place plus importante du sport et de la culture, comme je le disais tout à l'heure, c'est la juste place du numérique avec des outils pertinents pour accompagner les élèves, et puis c'est une nouvelle organisation du temps, de l'aide individualisée, et donc c'est aussi une vision sur le temps de tous, en partant évidemment du temps de l'élève, à laquelle nous sommes invités. Nous ne partons pas de zéro sur ces sujets. D'ailleurs, le Sénat a déjà proposé dans le passé des idées sur cette question. Et je pense que cette rentrée nous oblige maintenant à entrer dans des choses très concrètes en la matière, dans un partenariat éducation nationale collectivité locale, qui est quelque chose de positif et de souhaitable. Et donc, oui, nous allons tout au long des prochaines semaines préparer de manière très ouverte cette rentrée inédite. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, rouvrir ou ne pas rouvrir? Rouvrir les écoles, mais pour quel suivi pédagogique? Rouvrir les établissements scolaires, mais pour quels élèves? Maternelle, primaire, collégiens, lycéens? Sachant que cette rentrée du 11 mai reposait sur 3 piliers totalement inédits: le volontariat parental, la mise en place dans tous les bâtiments accueillant des écoliers d'un protocole plus que draconien, une crise sanitaire majeure dont la maîtrise reste fragile, comme l'atteste le vert apaisant ou le rouge inquiétant qui teinte les cartes de France. Toutes ces questions sont légitimes et pertinentes. Dans mon département de l'Oise, vous l'avez cité tout à l'heure, qui fut le premier touché par l'épidémie et qui a payé un lourd tribut, tous les maires se sont interrogés. Et 220 d'entre eux, 220, ont décidé de ne pas rouvrir leur école. La moitié des écoles de l'Oise ne sont pas ouvertes. Souvent la mort dans l'âme, et malgré la pression des autorités académiques. Pourquoi ont-ils pris ces arrêtés? Pour protéger leur population. Ne cesse-t-on pas d'évoquer une possible seconde vague?
parce que leur responsabilité était engagée par des préconisations, ignorant souvent la réalité de leur territoire. Enfin, parce que ce fameux protocole, surtout dans les communes rurales, où les classes sont souvent plus anciennes et moins fonctionnelles, était un véritable casse-tête. Et là où il y a eu rentrée, ce fut à effectif très restreint, parce que les parents inquiets préfèrent que leurs enfants restent à la maison. Cette reprise s'est-elle bien passée? Pas toujours. Notamment pour les plus petits, pour qui le retour à l'école s'est transformé en un nouveau confinement dans leur classe. Et ainsi, une question revient inlassablement chez les élus, mais aussi chez de très nombreux parents et enseignants. L'assimilation des gestes barrières n'est-elle pas plus facile avec des adolescents ou des préadolescents qu'avec des petites, moyennes ou grandes sections? N'aurait-il pas été plus sage, plus simple, plus efficace de faire rentrer d'abord les lycéens et collégiens? D'autres pays ont d'ailleurs fait ce choix. Merci. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le sénateur. On peut tout à fait comprendre qu'un département comme le vôtre, après ce qu'il a subi, soit dans une situation d'inquiétude vis-à-vis de tous les sujets qui ont trait au virus. Et donc il n'est pas anormal que ce soit dans votre département que l'on constate la plus grande difficulté à ouvrir les écoles. À la fois je le comprends et je le déplore. Et je ne considère pas que c'est une situation définitive. N'oublions pas que quand nous évoquons tous ces sujets, comme dans la dernière question, nous ne sommes ouverts, si je puis dire, que depuis 8 jours. Et j'ai encore en tête les discours qui étaient tenus, pas par vous, mais par certains, il y a 15 jours, où l'on disait que la grande majorité des communes n'ouvriraient pas. Fort heureusement, ça ne s'est pas vérifié. Et il faut avoir parfois le cœur bien accroché et les mains sur le gouvernail en fixant le cap pour ne pas tenir compte de tous ces Cassandres qui, sans arrêt, semblent dire que les choses n'iront pas bien. Moi, je crois au cercle vertueux de la confiance. Je crois que les discours que nous tenons, le volontarisme que nous avons, finit par produire ses effets. Et j'espère que nous pourrons nous reparler au mois de juin et que nous verrons un autre pourcentage pour le département dont vous êtes issu. Et en tout cas, je le souhaite et je pense que vous le souhaitez aussi. Le protocole sanitaire est strict. Ça ne devrait pas être un argument dans un cas comme celui-là, puisque précisément dans un département comme celui-là, on doit souhaiter qu'il le soit. Donc oui, la situation est particulière dans votre département. Oui, nous devons accompagner les maires. Les maires sont les partenaires de l'éducation nationale. C'est pourquoi, lorsque vous faites état du volontarisme de l'autorité académique, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me plaît, parce que je pense que l'autorité académique est dans son rôle. Et maintenant, c'est un rôle de conviction, de travail avec les collectivités pour aider avec les préfets à ce qu'ils puissent faire face aux contraintes qu'ils ont. Et puis ensuite, un travail avec les familles, à la fois pour mai et juin, et puis aussi pour le retour à la normale au mois de septembre. Monsieur Paco, souhaitez-vous répliquer? Oui, moi, je regrette que vous n'ayez pas répondu sur l'âge. Pourquoi avoir fait rentrer les plus petits avant les plus grands? Parce que c'est un des vrais problèmes. On a beaucoup évoqué les perdus du confinement et je sais que vous avez souhaité que les plus petits ne soient pas perdus, mais il y a aussi des grands, notamment en lycée professionnel, qui ont été plus que perdus. Et là, très sincèrement, j'ai entendu votre discours initial parler de la critique qui est facile. Je ne veux pas critiquer. Je veux simplement dire qu'il me semble qu'il y a eu une incohérence à ce niveau. Voilà. La parole est maintenant à Madame Marie Mercier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a 2 ans, Monsieur le Ministre, vous aviez accordé un long entretien, un hebdomadaire, plus de 10 pages, pour parler de vos préconisations, de vos buts dans cette noble tâche de ministre. Vous aviez dit que vous vouliez que les élèves progressent. Vous aviez dit aussi qu'il ne faut pas mettre les problèmes sous le tapis. Par contre, vous n'aviez pas parlé de médecine scolaire, sauf au détour de certificats médicaux. Et déjà, la médecine scolaire était dans un état catastrophique, voire alarmant. 12,5 millions d'élèves, moins de 1000 médecins scolaires. Or, la médecine scolaire, c'est la prévention, c'est l'éducation à la santé, c'est l'hygiène, c'est le bien-être. On va en avoir besoin. Le déconfinement, il aura montré des drames, les élèves décrocheurs, on en a parlé. Il aura aussi montré les enfants qui auront été exposés aux écrans, nuit et jour pour certains, ceux qui auront été victimes de violences intrafamiliales ou même témoins. Comment les repérer, comment les aider?
ces élèves-là? Pourquoi ne pas faire des sortes d'équipes de santé autour du médecin, de l'infirmière, de la psychologue, de l'assistante sociale avec le chef d'établissement pour faire des suivis médicaux, pour faire des bilans médicaux et pour faire cette éducation sanitaire? Elle existe en ce moment, mais elle est réservée aux cas les plus lourds parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Il manque 500 postes parce que ce n'est pas lisible, la médecine scolaire. Le médecin scolaire, il est juste invisible, il n'a pas vraiment de reconnaissance institutionnelle. Pourtant, c'est 9 ans d'études, de la pédiatrie, de la psychiatrie. C'est une formation longue, c'est un très beau métier. Mais il manque du monde. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez aider la médecine scolaire? Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, j'adhère à l'essentiel de ce que vous avez dit. Il y a évidemment un énorme sujet de médecine scolaire en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays. Vous connaissez la complexité de cette problématique depuis de nombreuses années, qui est à relier d'ailleurs aux enjeux de la médecine en général et parfois aux difficultés non pas à avoir des postes, mais à recruter sur ces postes, vous le savez. Et oui, parmi les sujets que nous devons faire progresser d'un cran encore, il y a celui-là, dans les termes que vous avez dit d'ailleurs. Nous avions pris des mesures ces 2 dernières années, notamment en termes d'incitation en sortie d'études de médecine pour devenir médecin scolaire. Et nous devons aller plus loin. Et les grandes pistes, elles sont celles que vous avez indiquées, c'est-à-dire elles sont celles du partenariat, aussi bien à court terme qu'à long terme. À court terme, c'est être capable de constituer des équipes avec la médecine de ville et vous l'avez indiqué, parfois avec les médecins qui relèvent d'autres collectivités locales. Cette logique d'équipe, oui, je suis très prêt à la mettre en œuvre. De même, dans le futur, dans le cadre aussi d'évolution propre au domaine de la santé, nous avons à travailler à cela. Ce qui peut nous rendre un peu optimiste, c'est peut-être 2 choses sur lesquelles je voudrais insister. D'abord, la relation avec l'ARS. Je disais qu'hier encore, je parlais avec les directeurs d'ARS. Elle s'est encore renforcée entre éducation nationale et autorité de santé pendant cette période. Et par exemple, en accueillant les enfants de personnel soignant. Et donc, les synergies vont être plus fortes. Deuxièmement, le dispositif 2S2C que nous mettons sur pied, rappelons-le, ça veut dire sport, santé, culture, civisme. Donc tout ce qui est éducation à la santé, tout ce qui est approche psychologique, tout ce qui est épanouissement de l'enfant avec des enjeux qui sont voisins de ceux de la santé. Je pense notamment à l'éducation physique et sportive et à l'ensemble des enjeux d'épanouissement de l'enfant. Tous ces sujets doivent être vus dans un tout cohérent autour de l'élève. Et donc dès maintenant, dès ce mois de mai, le dispositif 2S2C peut être un moyen de s'approprier ces enjeux-là et d'être la pointe avancée de ce que nous avons à faire en effet, parce que le défi est immense et la situation mérite d'être améliorée. Oui. Souhaitez-vous répliquer, Madame Mercier? Oui, Monsieur le ministre, vous avez un ministère extraordinaire, c'est l'éducation nationale. Nationale, on sait ce que ça veut dire. Éducation, c'est ex du carré. Emmener au dehors, emmener dans la société. Donc il faut emmener dans la société des enfants en bonne santé. Il y a eu les brigades d'anges gardiens qui ont été proposées par le ministère de la Santé. Pourquoi ne pas faire des brigades d'anges gardiens dans votre ministère? Mais j'ai bien écouté ce que vous avez dit et pour reprendre vos propos, je vois que vous ne mettez pas sous le tapis la médecine scolaire. Voilà pour ce débat au Sénat sur l'école pendant la crise sanitaire. Les sénateurs ont pointé du doigt les difficultés sociales éprouvées par certaines familles pendant le confinement. Et puis les sénateurs ont rappelé concernant la réouverture progressive des écoles sur la base du volontariat qu'il y avait trop d'absentéisme des enfants issus des classes défavorisées. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a lui salué le succès de l'enseignement à la maison pendant les 2 mois de confinement et il a assuré que l'État accompagnerait les communes qui ont du mal à mettre en place les mesures sanitaires dans les établissements scolaires. Voilà, c'est la fin de cette émission des Matins du Sénat. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat et pour continuer à vous informer sur la crise sanitaire, vous pouvez aller sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée.